de réfléchir un peu d'un point de vue anatomique, c'est tout le cycle de la respiration abdominale qui va nous amener ensuite à la respiration thoracique. Donc, tout d'abord, euh, le premier point de départ qui est toujours au niveau du diaphragme. Et pour que le diaphragme fonctionne bien, la bonne posture au niveau du bassin. Lorsque le diaphragme se contracte et qui pousse les organes vers le bas, l'ensemble des organes qui sont dans l'abdomen sont comme à l'intérieur d'un ballon. Ce ballon peut se déformer, mais il ne peut pas se comprimer. Donc, il va toujours garder le même volume, même si la forme de ce volume peut changer. Si ma posture au niveau soit lombaire et de mon assise fait que j'ai les lombaires un peu trop serrés, tout de suite, je viens de limiter déjà beaucoup l'espace que j'ai à l'intérieur de l'abdomen, puisque je pousse les organes vers l'avant et que je leur empêche de bien descendre ensuite vers le bas. Donc, au moment où mon diaphragme va essayer de pousser dessus, comme ils sont déjà un peu comprimés avec pas vraiment d'espace pour bouger, la respiration rapidement elle va s'arrêter. Ou alors, je vais relâcher complètement les abdominaux à outrance en quelque sorte, si bien que mon ventre va gonfler un peu, mais même à ça, je vais quand même être très limité puisque ma respiration va pas vraiment descendre plus bas que le nombril. Si à l'inverse, je suis trop écrasé, ben là, j'écrase tout sur le devant qui pousse tout en arrière. Ce sera la même chose. Le diaphragme n'a pas de place pour faire descendre ce ballon un peu plus bas. Donc, quand je suis bien assis, tout l'ensemble de l'abdomen se retrouve à faire un peu comme un tube. Et donc, mon ballon d'organes à l'intérieur, à ce moment-là, peut facilement être poussé vers le bas jusque dans le petit bassin pour vraiment laisser la place au diaphragme afin que les poumons puissent se remplir vers le bas. Donc ça, c'est la première étape. Il faut d'abord que ma structure soit bien placée, de façon à ce que le diaphragme puisse bien pousser vers le bas. Donc une fois que le diaphragme commence à bien pousser vers le bas, les abdominaux en avant, s'ils sont un peu suffisamment relâchés, vont se mettre à gonfler. Donc ça nous donne la respiration, je dirais, abdominale classique, où les gens voient, hop, le ventre qui se met à gonfler, puis après, le ventre qui rentre, et ça s'arrête là. Souvent, quand le ventre est trop relâché, qu'il n'y a pas assez de tonus au niveau des muscles, on va gonfler ici, mais on n'aura aucun support ni dans le dos ni au périnée puisque les abdominaux sont trop mous et l'ensemble de la force se met à sortir vers l'avant, tout simplement. Par contre, si les abdominaux ont suffisamment de tonus, et ça, il faut commencer premièrement par l'abdominal transverse qui est à l'intérieur, qui lui devrait toujours avoir suffisamment de tonus pour bien gainer l'ensemble des organes. S'il est déjà un peu trop mou, souvent c'est là où on voit au niveau de la taille où ça commence à s'épaissir un peu plus, puisque son rôle en fait c'est de resserrer au niveau de la taille pour bien maintenir les organes en place et pour créer une suspension aussi au niveau des vertèbres lombaires, puisqu'il est attaché à l'intérieur des lombaires et qui se rattache devant euh, sur une zone ligamenteuse. Donc si hop, le transverse est suffisamment élastique et que les grands droits aussi le sont, à un moment, lorsque j'inspire, hop, ils se mettent à gonfler et à un moment donné, ils atteignent une limite dans leur élasticité où ça se resserre légèrement. Donc, j'ai vraiment la sensation des abdos qui se mettent à venir gainer et donc la poussée engendrée par le diaphragme ne peut plus aller vers l'avant. Elle arrive à sa limite et donc, comme elle est gainée ici, elle est redirigée vers le périnée. Donc, ça pousse vers l'avant, ça redescend. Une fois que la poussée commence à redescendre, c'est ce qui aide aussi à vraiment amener l'ensemble du ballon des organes vers le petit bassin et à vraiment faire descendre aussi le centre de gravité. Souvent, il y a des discussions entre les différentes écoles de dire, est-ce que le Dantian et où le centre de gravité se trouve au niveau du nombril, se trouve plutôt au niveau de Chirai, ou est-ce qu'il descend réellement jusqu'à Guanyuan, le 4, jusqu'où il peut descendre. Donc, si j'ai pas de gainage au niveau des abdominaux, il va rester en hauteur, puisque l'ensemble du ballon n'a pas de poussée vers le bas et il prend le chemin le plus facile, qui est de gonfler vers l'avant, et ça s'arrête là. Quand au contraire, les abdos se mettent légèrement sous tension, hop, là, à ce moment-là, l'ensemble du ballon est poussé un peu plus bas, ce qui m'aide à faire descendre le centre de gravité, l'ensemble du dantian, tout rentre dans le petit bassin. À ce moment-là, il faut que les muscles du petit bassin, eux aussi, à leur tour, se mettent à se contracter. Donc, toute la zone du périnée, où il y a plusieurs petits muscles,
qui reçoivent cette force. Si aussi ils sont trop mous, ben hop, la force pousse et est comme trop relâchée vers le bas, donc on perd la connexion vers les jambes. Ça donne un peu la sensation, on voit des fois les gens, ils se tiennent et tout d'un coup, hop, ça part vers le bas et il y a comme plus vraiment rien ici. Ça rentre, ça s'enfonce, mais il n'y a aucun retour. Alors que voilà, si je rentre, hop, juste cette mise sous tension des muscles du périnée, tout de suite, c'est là où je sens l'effet sur la colonne, puisque les muscles du périnée sont rattachés au coccyx et au sacrum. Donc, quand eux se mettent sous tension, ils aident à tirer le sacrum et coccyx en dessous. Cette notion de dire qu'on doit rentrer le coccyx, en fait, ça doit se faire simplement par cette mise en tension des muscles du périnée qui vont tirer le coccyx, le sacrum à l'intérieur et en dessous, et non pas de faire le mouvement à partir du bassin qui, lui, va venir au contraire fermer l'articulation sacro-iliaque, prévenir tout mouvement après du sacrum et de la colonne vertébrale. Une fois que cette poussée du diaphragme fait descendre, les abdos gonflent, se mettent sous tension, hop, le périnée ensuite commence à recevoir la poussée qui va se mettre à son tour sous tension, amenant avec lui le coccyx, le sacrum, donc créant déjà un étirement au niveau des lombaires. Le reste de la pression va se retourner vers la colonne vertébrale. Puisque la courbure des lombaires a déjà commencé à se redresser, il va venir aider à encore plus redresser cette partie de la colonne lombaire. Donc la notion d'ouvrir Migmen apparaît à cet endroit-là par la respiration. Donc plutôt que d'essayer de le faire, je dirais, de façon mécanique externe, c'est là où, en remplissant tout l'intérieur, en laissant l'intérieur gonfler, avec suffisamment de gainage tout autour, hop, là, je me retrouve à avoir cette pression de l'intérieur qui fait reculer Migmen et qui vient ouvrir. Et donc, Migmen est la zone de séparation entre la partie en dessous des lombaires avec sacrum coccyx qui descend vers le sol. Et donc, au niveau de la courbure, quand je la repousse, hop, la partie du haut, elle, se redresse vers le haut. Donc, commence à créer cette remontée dans l'ensemble de la colonne vertébrale que je vais ressentir ici jusqu'au sommet de la tête, doit aller chercher cette sensation où la tête s'étire vers le ciel alors que le bas du corps, lui, s'enfonce de plus en plus profondément. Donc, je vais chercher cette boucle en quelque sorte dans la respiration où j'ai une mise en tension au niveau des abdos, au niveau de la base du périnée, puis ensuite au niveau du dos pour transmettre toute cette poussée, cette force qui provient du diaphragme qui va m'aider à redresser tout le corps et à la sentir ensuite connectée vers la respiration thoracique. Et donc, en quelque sorte, si on observe la sensation que cette respiration donne, ça donne tout son sens à la notion de respiration inversée. Cette histoire de dire où je dois contracter les abdominaux pour respirer, pour faire monter le chi, si je le fais d'une façon volontaire, en contractant et en resserrant au niveau des abdos, je viens de m'empêcher le diaphragme de descendre pour respirer. Donc, je viens déjà de couper ma capacité respiratoire de moitié, ce qui n'est pas une bonne idée. Puisqu'on veut, sinon, même en situation de combat, à moins d'avoir sur un instant, je dirais, nécessaire pour aller chercher une force ou une connectivité dans le corps un peu plus intense, si je fais ça trop souvent, je coupe ma respiration, je tombe en manque d'oxygène, mon système va plus fonctionner. Alors que si, au contraire, les gens qui font, je dirais, simplement la première étape, qui laissent les abdos complètement gonflés et revenir, qui n'ont pas cette connexion en tout, perdent une partie de l'effet de la respiration abdominale profonde, puisqu'ils n'ont que le ventre qui gonfle et qui revient. Et donc, souvent, ça s'accompagne aussi avec une faiblesse au niveau des lombaires où ils vont gonfler ici et revenir, sans avoir aucune force au niveau du dos. Alors que si les abdos se mettent en place, voilà, là, je peux vraiment aller chercher tout mon volume et avoir une solidité qui est ici. Et comme après, quand j'expire, je me détends, ben, la sensation des muscles qui se détendent donne une sensation un peu de gonflement aussi. Donc, on comprend que cette notion de respiration inversée est une explication des sensations de la bonne façon de respirer et non un mode d'emploi volontaire de dire, ben, je dois rentrer, hop, renforcer, et là, je peux faire des choses. Non, ça marche pas comme ça. Si je contracte volontairement,
c'est un peu l'équivalent d'avoir une bouteille comme ça en plastique où j'ai de l'eau seulement à moitié. Je l'écrase jusqu'à ce que l'eau déborde, je me dépêche de mettre le bouchon et j'essaie de vendre une bouteille pleine. Et ça va pas. Effectivement, le fait de contracter permet de sentir un peu plus cette connexion mécanique, de sentir aussi une certaine poussée au niveau du chi dans la colonne vertébrale, mais c'est une poussée qui est fausse, puisqu'elle est mécanique. C'est pas le chi qui s'est rempli et qui se met à circuler. Donc, il vaut mieux prendre le temps de laisser ces sensations se développer avec l'entraînement, ou quitte à passer plusieurs mois, voire même quelques années, à laisser cette énergie se développer à l'intérieur et à réellement avoir un circuit qui est plein, plutôt que d'essayer d'écraser une bouteille à moitié vide pour penser qu'on l'a remplie. Pour faire le lien justement avec la respiration, donc je vous ai parlé jusqu'au niveau lombaire. Une fois que les lombaires reculent, qui permettent justement à la zone 1, 2 et 3 de s'installer. J'ai attaché à cette zone-là, bon, il y a le grand dorsal aussi qui est attaché au niveau des bras, mais il joue un peu moins, il joue un rôle secondaire au niveau de la respiration. Donc j'ai vraiment le trapèze inférieur qui lui descend jusqu'à la jonction thoracique lombaire. Et donc une fois que ces vertèbres sont bien placées, le trapèze inférieur peut à ce moment-là commencer à tirer les omoplates vers le bas, puisqu'il a son bras de levier maximum à cet endroit-là. Une fois qu'il commence à faire tirer, donc si j'ai mes deux omoplates qui sont ici, mon trapèze inférieur est attaché vers le bas, il va les tirer tranquillement vers le bas, les resserrer. Ensuite, j'ai mon trapèze médian et mon rhomboïde qui va ramener les omoplates plus près de la colonne et qui vont justement avoir un effet pour aider à redresser la courbure thoracique. Donc, ils vont s'installer comme ça. Le fait que l'omoplate redescende, j'ai les branches, la branche de l'acromion ici qui se rattache au niveau du bras et qui est rattachée aussi un peu avec le petit pectoral, va venir étirer le devant de la poitrine, le haut, hop, et va permettre aussi d'avoir cet effet de contrepoids qui aide à soulever le bras, puisque même si les petits muscles qui sont ici sont pas ils sont très forts, mais ils sont très petits. Donc, ils n'ont pas vraiment un bras de levier eux-mêmes. Si mon omoplate est levé, les suclaviculaires, sous-claviculaires, tout ça qui s'attache au niveau de l'humérus n'ont pas la capacité de soulever mon bras. Donc là, c'est tout le deltoïde qui doit le faire. Et par la suite, les trapèzes supérieurs pour les parties plus hautes. Par contre, si mon omoplate est descendu, tous ces petits muscles sont très très forts. Donc, le fait de descendre l'omoplate crée un effet de poulie qui permet de lever le bras en utilisant un minimum de force au niveau des autres muscles qui sont plus allongés pour faire le mouvement. Donc, ça leur donne à ce moment-là une beaucoup plus grande liberté de s'ajuster, puisque les petits muscles structurels en dessous, qui sont eux très forts, me permettent de tenir. C'est pour ça que quand je suis ici, on peut tenir de façon très relaxe sans sentir de tension au niveau des gros muscles de l'épaule, parce que ma posture en arrière est bien faite et en fait, c'est tous les muscles du dos qui, eux, sont très très forts, qui se connectent à tout ce système de levier qui fait que mon bras il peut tenir tout seul. C'est pas juste de dire que c'est que le chi qui remplit tout et qui fait que ça tient tout seul, ou le système des fascias sans aucun muscle, parce qu'il doit y avoir une contraction musculaire quelque part pour que ça tienne. Mais cette contraction doit être harmonieuse dans l'ensemble des structures de façon à ce que ça tienne bien, sans qu'il y ait un muscle qui soit trop contracté. Et comme les gros muscles qui sont dans le dos sont généralement beaucoup plus forts, ils ont besoin de beaucoup moins de contraction pour simplement tenir le bras en place. Donc, une fois que cette zone s'est installée, c'est à partir de là que mon grand dentelé et les petits dentelés supérieurs et inférieurs peuvent vraiment aller chercher le travail au niveau des côtes pour les écarter. Puisque le grand dentelé est attaché au niveau des omoplates, une fois que les omoplates sont en place, c'est lui qui peut vraiment aller chercher cette ouverture des tentes des côtes. Et c'est ce mouvement qui va venir chercher l'effet d'engrenage avec le sternum qui est au centre. Donc, lorsque mes côtes qui sont dans cet angle se redressent, donc mes côtes, mon bras qui représente les côtes, un peu exagéré bien entendu, mais comme ils sont en arc comme ça vers le bas, hop, quand mes côtes se mettent à remonter, ils s'écartent sur le côté et remontent. Donc leur attache au niveau du sternum, elle va descendre légèrement. Et c'est cette connexion avec le sternum qui va l'aider à descendre. Donc il ne faut surtout pas essayer de respirer de la cage thoracique vers l'avant,
de la poussée qui crée de la tension dans le dos, mais au contraire de sentir le dos qui se remplit, qui donne cette caractéristique qu'on appelle le dos de singe avec la poitrine qui s'enfonce. C'est pas que j'enfonce la poitrine non plus, c'est simplement que lorsque les côtes se développent, le devant lui est calme et naturellement le sternum descend. Encore une fois, c'est ça, c'est pas quelque chose que j'essaie de faire volontairement, ou à ce moment-là, j'écrase le haut des poumons, ce qui n'est pas pratique non plus parce que je me bloque une partie de la respiration. Mais au contraire, je laisse la cage thoracique prendre son expansion et simplement le fait que le sternum descend ici, hop, me permet d'avoir euh, cette sensation avec le renmail qui descend, qui ramène l'énergie vers le bas, qui est tout détendu et calme, et ce qui permet ici à ramener ensuite avec la colonne cervicale, redresser, donc étirer tous les muscles du cou, qui eux sont souvent un peu trop contractés parce que les gens sont toujours comme ça avec la tête en avant. Donc là, on arrive à la troisième étape où, des fois, pour certaines personnes, ça demande un peu d'ajustement, d'étirement, de renforcement du long du cou pour aider le cou à se redresser, qui lui va venir aider à ouvrir la clavicule, les deux premières côtes, pendant que lui, le sternum va continuer à descendre. Donc j'ai une ouverture qui se fait ici, alors que le sternum descend, et non pas un affaissement global du haut de la poitrine pour avoir le dos rond.